Bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Film en vrac. Très belle sélection pour cet épisode. Je vais revenir sur de grosses sorties qui ont eu lieu en octobre. Alors en octobre, vous le savez, sur la chaîne, il y a eu le mois Month of Macabre, où je vous parlais chaque jour d'un film d'horreur. Et j'ai gardé cette sélection pour une vidéo à part, parce que vraiment, on a eu un mois d'octobre extraordinaire. Et on commence bien évidemment avec ce qui était ma plus grosse attente de l'année, je peux le dire quasiment, puisqu'on a eu enfin dans les salles françaises, en exclusivité, Terrifier 3 de Damian Leone. Bon, j'ai déjà les deux premiers films en physique, enfin, j'ai Terrifier 1 et Terrifier 2, j'ai pas All Hallows Eve, qui contient les premières apparitions d'Art le Clown. Un immense merci à ESC qui ont permis la distribution du film et qui ont déjà préparé une exceptionnelle sortie physique que j'ai hâte de me procurer et d'avoir entre les mains. Je partais quand même assez confiant, je vais pas mentir, le film est un carton, je crois qu'il est à plus d'un demi-million d'entrées là à l'heure actuelle en France, c'est extraordinaire, je crois que ça a pulvérisé un peu les espérances de tout le monde. Et putain, quel film! Moi déjà, je suis une énorme groupie de l'univers. J'avais visionné Terrifier 1 et Terrifier 2 en rattrapage et ça a été vraiment, j'ai vraiment adoré l'univers, la violence, le côté cartoonesque que proposaient ces films et j'avais une impatience mais énorme pour Terrifier 3. Et comme je l'avais dit en sortant de la salle, mais le film a pulvérisé mes attentes. J'en suis sorti, j'avais des étoiles ensanglantées dans les yeux. Je trouve que on assiste vraiment à la création d'une nouvelle icône de l'horreur, au même titre que Jason, que Freddy, que Michael Myers. Sauf que Art le Clown, je trouve que vraiment il a un univers bien à lui, un univers superbement maîtrisé par Damian Leone, c'est-à-dire qu'il sait où il va. Il a annoncé que peut-être Terrifier 4 serait le dernier film de la franchise. Je crois qu'il voit pas au-delà d'un 5. En tout cas, il sait déjà où il va, il a déjà l'histoire en tête et je trouve ça fabuleux parce qu'il arrive à créer et à disperser au fur et à mesure des films, au fil des films, des petits indices, des petits éléments de narration, des éléments qui mettent en place l'univers, c'est-à-dire qu'il balance pas son histoire comme ça en un jet sur un seul film. J'entends beaucoup et j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que les Terrifiers ne racontaient rien. C'est pas que des scènes gore Terrifier, il y a un véritable univers horrifique qui est développé et qui est maîtrisé. Parce que ça prend son temps en fait. Voilà, c'est très généreux dans les scènes gore. Franchement, c'est juste jubilatoire. Mais il y a autre chose derrière. Il y a un univers, il y a des promesses. Et vu comment se conclut Terrifier 3, je peux déjà vous dire que Terrifier 4 va être absolument dantesque. On retrouve donc Art le Clown 5 ans après la fin de Terrifier 2 qui est revenu à la vie accompagné de Victoria et qui va semer un chaos inimaginable à Noël. Alors moi déjà je déteste Noël, c'est vraiment un jour que j'aime pas du tout, mais alors là, si en plus on a Art the Clown en Père Noël avec une tronçonneuse dans la main droite et une hache dans la main gauche, je peux vous dire que ça va vite devenir une hécatombe, un monument de gore et c'est vraiment ce que Terrifier 3 nous offre, un monument de gore, ça repousse encore un peu plus les limites. Je sais qu'on est censé, entre guillemets, ne pas toucher aux enfants dans les films d'horreur. Bah là, bon, même s'il y a du hors-champ quand même, on va pas se mentir,
c'est quand même présent. On voit des tripailles, on voit des membres coupés. C'est vraiment tout le monde en prend pour son grade et c'est pas des films misogynes. Hein, au contraire, comme j'ai pu le lire là aussi, soi-disant que Hart ne s'en prend qu'à des femmes. Alors c'est vrai aussi, quoique non, même pas. J'allais dire c'est vrai dans Terrifier 1, mais non parce qu'il s'en prend à la fin au médecin légiste qui est un homme. Hein, donc voilà. Donc, mais oui, il a plus de victimes féminines, on va voilà, un peu plus, on va dire. Sauf que là, dans Terrifier 3, tout le monde en prend pour son grade. Il y a des scènes de meurtre qui sont vraiment jubilatoires, originales, et vraiment très gore. Mais c'est du gore, voilà, c'est du gore à l'ancienne. C'est un peu cartoonesque, ça découpe dans tous les sens et les victimes elles se font trancher un bras, scier le crâne, arracher un pied, déchirer le visage, mais ils sont encore vivants pour endurer un maximum de souffrance. Le niveau de sadisme il est vraiment placé là. Bref, Terrifier 3, ça a été une régalade totale. D'autant plus qu'on retrouve le personnage de Sienna Shaw, toujours interprété par la grandiose Lorraine Lavera, et on néglige pas du tout sa psychologie. C'est un personnage qui a été traumatisé, qui a vécu des choses ignobles, bien évidemment, et qui va essayer de se raccrocher au peu de famille qui lui reste, puisque voilà, sa mère est morte dans le 2. Il lui reste juste son frère Jonathan et sa tante et sa nièce. Alors bien évidemment, tout ça va tourner au carnage, évidemment, hein. Mais je trouve que le personnage n'est pas du tout négligé, on sent bien son traumatisme, mais ça reste un personnage fort, un personnage badass. D'ailleurs, son combat final avec Hart, j'ai vraiment beaucoup aimé, ça arrive à être brutal, ça arrive à être cartoonesque, ça arrive à être épique, ça arrive à être ultra gore, c'est tellement maîtrisé. L'univers est tellement maîtrisé, le mélange entre mythologie, entre gore, entre action, entre scènes de meurtre, franchement, c'est un régal, c'est vraiment une partition, mais jouée à la perfection par Damien Leone et par l'ensemble du casting et de l'équipe technique. Je salue bien entendu la performance de David Howard Thornton qui reprend le rôle de Hart, qui ne fait toujours pas un bruit, qui s'exprime en mime. Et je sais plus qui avait dit, j'ai lu un commentaire sur Twitter et ça m'a sauté aux yeux en me disant que Hart, pour jouer Hart, il s'inspirait un peu du jeu de Rowan Atkinson, Mr Bean, voilà, pour faire plus simple. Et oui, ça m'a sauté aux yeux, évidemment, dans les mimiques, dans les gestes, dans ce côté loufoque et complètement cartoonesque. Évidemment, oui, il s'inspire de Mr Bean et je comprends même pas comment j'ai pas pu ne pas le voir avant, en fait. Ce que j'aime aussi particulièrement dans Terrifier 3, c'est que le film arrive à poser son ambiance très glauque. Il y a une scène, moi, que j'ai adorée, c'est quand Hart et Victoria se rendent dans une vieille maison abandonnée, lugubre, complètement défoncée de partout, et que Victoria se plonge dans une baignoire et qu'elle s'ouvre les veines, que Hart se pose au grenier. Je trouve que ça a vraiment un rendu, en fait, ça a un rendu visuel que je trouve extraordinaire, et c'est ce genre de scène, en fait, que je voulais voir dans un film d'horreur, c'est-à-dire de voir les créatures monstrueuses évoluer dans leur univers, en fait, les voir reprendre vie, les voir agir avec les éléments ordinaires de la vie quotidienne, avec leurs victimes aussi. Vraiment, visuellement, je trouve que c'est maîtrisé à la perfection. Je trouve que ça joue bien, globalement. Voilà, j'ai lu beaucoup de critiques qui disaient que le casting était épouvantable, mais je crois qu'on voit pas les mêmes films, en fait. On est dans un slasher, ça respecte les codes tout en les poussant à son maximum. Mais vraiment, tout ce que nous promet le film et tous les petits éléments de narration avec le père, avec la nièce, avec le côté mythologique qui entoure le personnage de Sienna, je trouve que c'est tellement bien maîtrisé, tellement bien fait, c'est tellement jouissif que ça y est, pour moi, la saga Terrifier, je sais qu'ils se louperont pas pour les suites, enfin pour là ou les suites. C'est aux côtés pour moi, aux côtés de Freddy, c'est devenu ma deuxième saga d'horreur préférée parce que ça m'a donné tout ce que j'espérais voir, tout ce que je m'attendais presque à ne plus voir dans une saga d'horreur, et voir que ces petits films indépendants fonctionnent à ce point, attirent autant de monde et réunissent autant de fans. Je trouve ça magnifique. Franchement, je suis ultra content que le film fonctionne à ce point, qu'il ait dépassé les espérances de l'équipe, parce que c'est vraiment ultra mérité. C'est vraiment
Pour moi, c'est quasiment imperfect. J'ai pas vu de longueur, même si le film Terrifier 2 durait 2h18. Pareil, j'avais l'impression que il y avait aucune longueur. Pareil pour le 3, il y a quelques scènes de discussion, mais ça sert aussi à poser les personnages un minimum. Et c'est tellement bien mené, il y a tellement des scènes épiques entre le moment où Art se rend dans le bar, le moment au centre commercial, le début dans l'asile aussi avec Victoria. Il y a tellement de scènes qui sont brillantes, qui sont gore, qui sont jouissives, qu'on perd jamais l'intérêt du film. En tout cas, pour moi, ça fonctionne du tonnerre, le rythme est parfait. Bref, c'est dans mon top de l'année, évidemment. C'est un énorme coup de cœur. J'adore l'ambiance du film, j'adore le personnage de Hart. J'ai tellement hâte de voir la suite, franchement. Ça promet tellement de choses pour Terrifier 4. J'aime la brutalité, j'aime toute cette ambiance de Noël qui est pervertie par cette entité démoniaque qui est Hart. C'est brillant. Honnêtement, je vais pas m'étendre davantage parce que j'ai rien d'autre à dire à part que c'est brillant. J'ai adoré Terrifier 3 et je me languis de voir Terrifier 4. Et on reste dans le cinéma d'horreur de qualité avec Smile 2, réalisé par Parker Finn, écrit et réalisé par Parker Finn, qui est donc la suite de Smile, hein, forcément. Smile 2, c'est la suite de Smile. Où on va suivre une star de la pop, Sky Riley, qui va être poursuivie à son tour par une étrange créature après avoir été témoin du meurtre de son dealer. J'avais bien aimé, moi, Smile 1. J'ai vu que beaucoup de gens avaient été parfois un peu mitigés, mais moi, je suis plutôt bien rentré dans le délire. J'avais plutôt apprécié la créature finale et l'ambiance générale du film qui était assez oppressante. Mais là, avec ce Smile 2, on a grimpé d'un cran parce que le film est étouffant et ultra oppressant, mais c'est d'une maîtrise bluffante. C'est le deuxième film de Parker Finn seulement, puisqu'il a réalisé Smile 1 et donc Smile 2. Il avait aussi fait un court-métrage, Laura Isn't Sleep, ou un truc comme ça, Laura ne dort pas, qui était apparemment une version courte de Smile. Et ce Smile 2, franchement, dès la scène d'ouverture, tout en plan séquence, l'atmosphère que ça plante et surtout le temps que ça prend pour développer sa mythologie, j'ai tout de suite su qu'on était face à un grand film d'horreur. J'ai été saisi déjà par l'interprétation de Naomi Scott, qui interprète donc Sky Riley. Naomi Scott qui, comme je l'ai dit sur Twitter, me faisait penser à quelqu'un, j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, et finalement je sais qui me fait penser physiquement, c'est Abella Danger. Alors je la connaîtrais très 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 vaguement, hein. J'ai dû l'entreapercevoir une fois dans je ne sais plus quoi d'ailleurs. Ouais, Abella Danger. Abella Danger. Bref, très très grande prestation de Naomi Scott qui s'investit à 300% pour son rôle et qui a dû finir le tournage mais complètement épuisée parce qu'elle s'investit vraiment à 300%, comme je l'ai dit. Son rôle est assez compliqué. Elle joue une star de la pop qui a eu un passé très compliqué puisque son compagnon est mort dans un accident de voiture et elle a été dépendante à la drogue et elle tente de revenir, de faire un comeback. Sauf que un soir, en se rendant chez son dealer, celui-ci va se suicider sous ses yeux d'une manière très violente et elle va croiser tout un tas de personnes qui vont se mettre à lui sourire et elle va comprendre qu'elle va être prise dans une sorte de malédiction inarrêtable. Je suis admiratif, vraiment, devant déjà la noirceur du film. Plus le film avance et plus tu comprends que l'étau est ultra resserré autour de l'héroïne et qu'il n'y a aucune échappatoire et que vraiment tout autour d'elle c'est un cauchemar sans nom. D'ailleurs des scènes que je trouve vraiment très vicieuses. La bande-annonce vendait un film avec beaucoup de jumpscares, notamment celle où elle est devant la glace et où l'entité derrière elle lui fait un sourire de voilà. C'est beaucoup vendu sur les jumpscares, mais en fait non. Il y en a quelques-uns, oui. C'est vraiment le micro défaut du film et encore, parce que les scènes d'horreur sont ultra angoissante, ultra malsaine. Il y a toute une scène dans son appartement où elle va se retrouver face à plein d'entités qui se mettent à lui sourire et qui avancent
Dès qu'elle détourne le regard, c'est ultra malaisant et ça dure longtemps. La scène dure au moins 5 minutes, c'est vraiment ultra angoissant, ultra malsain. Il y a quelque chose de particulièrement malsain et de pervers dans ce film, et c'est mené d'une main de maître pendant 2 heures, le souffle ne retombe jamais, au contraire. Plus le film avance, plus on suffoque, plus on est oppressé en même temps que l'héroïne. Vraiment, c'est d'une maîtrise brillante, et la fin, sans spoiler, franchement, c'est la conclusion parfaite, c'est un coup de génie. Vraiment, j'étais bluffé. Je pense qu'il faut s'arrêter là, faut pas qu'il y ait de Smile 3, même si le film connaît un bon succès, je pense que peut-être ils vont creuser un peu plus et faire d'autres films. Mais franchement, si ça se finit sur ça, c'est magistral. La bande-son est très bonne également. Toutes les scènes prennent leur temps, c'est des plans assez longs qui prennent vraiment le temps d'installer l'ambiance. On a des scènes vraiment flippantes, notamment une scène dans son appartement où elle va se retrouver confrontée à une dizaine d'entités maléfiques qui vont se rapprocher d'elle à chaque fois qu'elle détourne le regard en fait. Et la scène dure longtemps, elle dure, elle s'étale, le malaise s'installe. C'est vraiment la gestion de l'horreur, la gestion narrative, la gestion de l'horreur. Et on ajoute à ça la performance magistrale de Naomi Scott. Vraiment, ça m'a bluffé. J'ai vraiment adoré Smile 2. S'il est encore en salle quand cette vidéo sort, franchement, allez-y, c'est une des pépites horrifiques de cette année. Monsieur Sangaré, moi je suis là pour vous écouter. C'est quoi votre histoire à vous? On quitte le cinéma d'horreur pour un film français, l'histoire de Souleymane, qui est sorti cette année dans les salles et qui nous raconte l'histoire de Souleymane. À 2 jours de passer un entretien pour obtenir ses papiers, il est là clandestinement et essaye tant bien que mal de survivre en travaillant en tant que livreur Deliveroo ou Uber Eats, je ne sais plus, dans la ville de Paris. Si vous avez aimé le film À plein temps avec Laure Calamy, l'histoire de Souleymane a ce rythme frénétique et extrêmement éreintant qu'avait À plein temps. On va vraiment rester collé au personnage principal, Souleymane, dans sa tentative de survie. On va voir son quotidien fait de livraison, fait aussi de rire. J'ai pas trouvé que le film, s'il a un ton assez dramatique, mais il y a quand même des moments un peu plus légers où il va plaisanter avec ses collègues livreurs, des moments plus tendres aussi où il va parler à sa mère, même si c'est évidemment des scènes plutôt tristes et plutôt graves. C'est un film qui est poignant, il dépeint une réalité cruelle et injuste que beaucoup trop de personnes vivent encore en France. On va pas chercher à nous dépeindre un héros parfait, mais juste un mec ordinaire qui tente de survivre, qui est loin de chez lui, qui est loin de ses proches, il y a une scène qui m'a marqué, il dort dans un foyer, et tous les résidents du foyer ont mis leur alarme à 6 heures pour pouvoir appeler un centre d'hébergement pour avoir une place pour la nuit suivante. C'est un film qui te laisse aucun moment de répit, qui est à la fois haletant, si je peux m'exprimer ainsi, on voit vraiment les galères du quotidien de Souleymane et des gens qui l'accompagnent. On voit ce quotidien, cette survie dans cette jungle qu'est Paris. C'est un film qui m'a beaucoup touché parce qu'il a des moments extrêmement forts qui vont être sublimé par une mise en scène assez simple. On est souvent en caméra à l'épaule, il n'y a pas vraiment de fioriture dans la réalisation. On colle vraiment au héros, on suit son quotidien sans chercher à l'embellir, sans chercher forcément à l'alourdir non plus. On suit juste une vie compliquée, celle d'un homme qui essaie de s'en sortir. Il y a une scène qui m'a vraiment fait très très mal. C'est celle de la discussion au téléphone dans les escaliers. Je vais pas trop en dire pour pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film. Mais c'est un film qui est très poignant et qui est très juste aussi dans son ton. Et l'entretien final, le but donc de Souleymane, c'est de répéter une histoire et de parvenir à convaincre les gens qu'il aura en face de lui pour pouvoir obtenir la nationalité française. La scène de l'entretien, elle est assez dure, assez poignante, notamment sur ce à quoi ça finit par déboucher. C'est un grand film pour moi, un film nécessaire, un beau film, très poignant, très dur. C'est une pépite de 2024. Ça a été une année extraordinaire, encore une fois, pour peu qu'on s'intéresse à tout.
Vraiment l'histoire de Suleiman, je voulais le voir en salle, ça a été le cas, j'ai réussi à me le programmer. Et vraiment, je suis sorti de la salle avec une petite boule dans la gorge. La prestation des acteurs est brillante parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils jouent en fait. Ça a un côté un petit peu reportage, ce film. C'est tellement ancré dans le réalisme qu'on oublie que ce sont des acteurs. On a juste l'impression de voir un documentaire sur le quotidien des sans-papiers en France, de ces gens qui tentent de survivre, qui essayent au mieux de réussir leur objectif, de gagner de quoi vivre dans la dignité. Et non, vraiment, l'histoire de Suleiman, je le conseille à tous. C'est un film qui a du cœur et c'est un film qui peut vous briser le cœur aussi. On reste dans le cinéma français, mais on va replonger dans l'horreur avec Mads de David Moreau, un film en un seul plan, hein, bien sûr. Non, il y a des raccords évidemment, qui va nous raconter l'histoire le début d'une apocalypse en fait, avec un jeune homme en voiture qui va rencontrer au bord de la forêt une jeune femme qui semble avoir subi des expérimentations, qui a l'air de s'être enfuie d'un laboratoire, et il va y avoir une histoire de contamination. C'est un film assez malaisant parce qu'il met en scène c'est un espèce de The Sadness en version française et sans le gore, mais avec des scènes très longues, forcément puisque le film se veut être un seul et unique plan, ce qui n'est pas, évidemment il y a des raccords, hein, mais je trouve qu'il est quand même assez brillamment mené. On va suivre plusieurs personnages et on va voir la folie s'emparer d'eux dans des scènes assez malaisantes, assez longues, où on est partagé entre ce côté, putain, ce que je regarde c'est ridicule, et ça me met quand même un petit peu mal à l'aise parce que on sait pas trop ce qui se passe, si c'est du lard ou du cochon, s'ils sont en train de se transformer en vampires ou si c'est juste en train de devenir des cannibales fous. Il y a un côté assez malaisant. Le film est une belle tentative, je trouve. Alors, il y a eu des centaines et des centaines de films d'infectés et tout. Là, on prend le parti d'un seul plan séquence avec plusieurs personnages qu'on va suivre pendant 20-30 minutes chacun. Je trouve que c'est plutôt bien mené, même si on peut percevoir certaines longueurs. Mais globalement, le film fait moins d'1h40, je crois. J'ai trouvé que c'était assez audacieux comme tentative, assez original dans sa forme, moins dans son fond, bien sûr. Mais je trouve que c'est quand même une proposition que j'ai été content de voir. Je savais pas trop à quoi m'attendre, je savais juste que le concept du film c'était un film d'horreur d'1h30 en un seul plan. Les personnages sont pas forcément développés, mais c'est compréhensible vu que ça se passe sur un espace de temps très réduit, donc sur 1h30, hein, puisque c'est censé être en temps réel. Je trouve, ça a quelques défauts, bien sûr. On peut trouver que les acteurs sont ridicules, mais ça donne aussi un petit côté malaisant et inquiétant. Voilà, c'est pas un film parfait, bien sûr, mais c'est quand même une curiosité à avoir, une tentative dans le cinéma d'horreur français que je tenais à saluer et même à vous recommander. Untuk apa kamu ada di sini sekarang? L'énorme amateur de cinéma indonésien que je suis ne pouvait bien sûr pas passer à côté. The Shadow Strays, le nouveau film de Timo Tjahjanto, était une de mes attentes de l'année. J'ai l'impression de dire ça à chaque film dont je parle, mais voilà, je suis un énorme fan, vous le savez, du cinéma d'action et d'horreur indonésien. Timo Tjahjanto est un des grands maîtres de l'action et de l'horreur, ce qu'il a signé, ce qui furent mes plus gros coups de cœur récents, à savoir les deux films d'horreur May the Devil Take You, The Night Come For Us, Headshot, Macabre, que des films que j'adore. Et The Shadow Strays, je l'attendais. Qu'est-ce que ça va nous raconter ? Exactement la même chose que The Night Come For Us, à savoir une tueuse, membre d'une unité d'élite, qui va s'impliquer dans une histoire personnelle en sauvant un jeune garçon et en combattant
tous ses anciens mentors, on va dire. Voilà. J'avais quelques craintes. Quand j'ai vu la bande-annonce du film, il y a un premier teaser qui m'avait bien chauffé, et il y a eu la bande-annonce après, et j'avais peur qu'on retrouve un peu les défauts récurrents des films d'action indonésiens, à savoir, vous savez, le héros qui s'avance dans un hangar face à 40 mecs, mais ils vont attaquer les uns après les autres. Les temps de réaction aussi, qui sont très très mal gérés, je trouve, et on retrouve ces défauts dans The Shadow Strays. J'ai été déçu, mais ça a été une déception jouissive, parce que je peux clairement pas dire que c'est un mauvais film d'action. C'est vraiment de très très haut du panier. Il y a des scènes de baston vraiment jouissives, notamment la dernière demi-heure qui est vraiment une grosse boucherie, avec des combats, des gunfights. C'est un pur girl with gun en fait indonésien, avec des gros défauts. Déjà l'histoire, je trouve que ça recycle pas mal The Night Come For Us. L'héroïne se met en danger pour un gosse avec qui elle a passé une soirée. Bon, mais je suis embêté parce qu'on nous démontre aussi que c'est une héroïne qui s'ennuie un peu, qui a besoin de tout le temps, besoin d'action tout le temps. Donc j'arrive à accepter le fait qu'elle s'implique à ce point-là dans le sauvetage de cet enfant. Mais voilà, il y a les mêmes défauts qui pour moi, à l'heure actuelle, après tous les films que Tia Janto a fait, ne sont plus acceptables. Le temps de réaction des personnages, c'est vraiment un truc qui vraiment me pose clairement problème maintenant. C'est-à-dire qu'on va avoir un personnage et on va voir une voiture qui fonce vers lui, et le personnage va être là, ah, une voiture me fonce dessus, si seulement j'avais le temps de l'esquiver, de rouler sur le côté, et puis bam, la voiture le percute. Ou l'héroïne qui va se bastonner avec un mec, qui tire un flingue, il sort son flingue, il tire, l'héroïne va regarder la balle se ficher dans le mur, mais genre comme ça, et ensuite attaquer le mec, un ennemi qui va la viser au fusil à pompe et qui va la rater, et après qui va recharger, qui va tirer, ah, j'ai plus de balles, l'héroïne a un temps d'arrêt et elle l'attaque. C'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément ce genre de trucs, et là ça casse pour moi le côté ultra violent. Alors certes c'est gore, certes il y a des coups de couteau, des geysers de sang, des membres tranchés, des têtes explosées au fusil à pompe, des corps criblés de balles, des corps brûlés. Il y a des très bonnes scènes d'action, attention, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais film, je dis juste que les défauts que je craignais et qui pour moi étaient prévisibles sont dans le film, et vraiment je trouve ça extrêmement dommage. Au niveau de talent, de maîtrise qu'a Timothée Tionto, c'est des détails qu'on a le droit de ne plus attendre, et c'est à la limite de l'acceptable pour moi dans The Shadow Strays, ce qui fait que j'ai eu vraiment du mal à m'impliquer. Il y a des personnages qui sont vraiment stylés, mais il y a trop de personnages, c'est trop long. J'aurais bien aimé que ça soit resserré en 1h40 et faire un truc vraiment ultra brutal, parce qu'on nous avait promis 2 heures d'action non-stop sur 2h20 de film. Le film fait 2h20 à peu près, et c'est clairement pas ce qu'on a, quoi. On doit avoir, 45 grosses minutes d'action sur l'ensemble du métrage, et tout ce qui brode l'action, j'ai pas réussi vraiment à rentrer dedans. Je me suis même surpris à m'ennuyer un peu. Après, niveau bourrinage, niveau action, oui, voilà, il y a des bonnes chorégraphies, il y a des bonnes scènes de fight, le combat final qui oppose l'héroïne et son ancienne Sifu est brutal, c'est violent, il y a des combats assez originaux, il y a des gunfights, mais dans l'ensemble, je suis étrangement resté sur ma faim, je suis resté un peu extérieur au film. Pareil pour la scène post-générique, que j'ai trouvé assez balourde, assez laborieuse. Ça aurait gagné à être beaucoup plus resserré. Je suis déçu, sans vraiment l'être totalement quand même, parce qu'il y a des scènes qui ont fait que l'amateur d'action que je suis est sorti satisfait. Mais c'est tout l'enrobage qu'il y a autour qui aurait gagné à être beaucoup plus resserré. Et donc ça se passe dans le même univers que The Night Come For Us, puisque les personnages s'appellent Operator, comme le personnage de Julie Estelle. Je m'attendais limite à avoir un petit caméo de sa part dans le film, ce qui n'a pas été le cas. Bon, oui. Timothée Tionto prévoit peut-être une séquelle ou un spin-off selon le succès du film, qui rencontre ma foi un beau succès sur Netflix, et je suis content pour lui. Mais pour son prochain film, j'attends vraiment que ces erreurs que j'ai mentionnées soient balayées. Je veux plus voir ça, ça me fatigue. Je veux quelque chose de plus resserré,
d'encore plus brutal. Pourquoi pas faire 1h40 d'action non-stop? Une chasse à l'homme dans Jakarta, par exemple. Enfin, je sais pas, je sais que c'est un peu facile à dire, mais qui s'embête pas à nous mettre autant de personnages pour une histoire aussi lambda, si j'ai envie de dire. Donc The Shadow Strays, semi-déception pour moi. C'est quand même un film à voir pour tout amateur d'action. Et on conclut cette très grosse sélection avec le film VHS Beyond, 7e opus de la saga VHS, une saga de films d'horreur que j'adore particulièrement. Je trouve ça frais, je trouve ça original. Des anthologies de courts-métrages toutes reliées par un fil rouge avec plus ou moins de succès. Et ce VHS Beyond, pour moi, c'est le 3e meilleur film de la saga après VHS 2, VHS 94, parce que les histoires sont géniales. On suit dans la première histoire une unité d'élite qui investit une maison abandonnée et qui va se retrouver aux prises avec des créatures monstrueuses. On va suivre, ça m'a fait énormément rire, un court-métrage réalisé par Justin Long. Il est co-réalisé avec je ne sais plus qui, mais il est co-réalisé par Justin Long, où des gens vont se retrouver prisonniers d'une maison où la propriétaire les transforme en chiens. Et j'ai tout de suite reconnu la patte de Justin Long parce que ça fait écho au film Tusk. Bien évidemment, le légendaire film Tusk, l'un des rares films dans ma vie où il a fallu que je fasse pause et que j'aille respirer de l'air frais, sinon j'allais tomber dans les pommes. C'est brillant. On suit aussi des jeunes qui font un saut en parachute et qui se retrouvent en pleine invasion extraterrestre. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux autres. Alors il y en a. Le thème central, c'est un petit peu une présence extraterrestre. Le dernier court-métrage, c'est une femme qui cherche à voir des ovnis et qui va en rencontrer un et qui va monter dans un vaisseau extraterrestre. Et le vaisseau va décoller et elle va se retrouver confrontée à une sorte de terraformage. C'est glauque, c'est ultra Cronenbergien, très Shinya Tsukamoto, je trouve. Parce que c'est un body horror assez visqueux, assez dérangeant, assez douloureux. Et la dernière histoire, ça se passe en Inde, sur un tournage, et une star indienne qui va se révéler avoir quelques petits problèmes. Et j'ai trouvé ça super. Franchement, j'ai aimé toutes les histoires. C'est à la fois fun, à la fois extrêmement divertissant, extrêmement jouissif, extrêmement gore aussi. Franchement, toutes les histoires sont maîtrisées. Le fil rouge, j'ai un peu moins accroché, mais il reste sympathique. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs films de la saga. Je me suis pas du tout ennuyé. Ça donne de l'horreur, ça donne de l'action, du suspense, un côté assez dérangeant parfois. Non, ça a été une très très belle surprise. Bon, j'avais quand même bien apprécié les films précédents et je trouve toujours 2-3 histoires qui sont bien dans l'ensemble, même s'il y a souvent des sketchs qui sont inégaux, qui sont de moins bonne qualité que d'autres. Mais vraiment, ce VHS Beyond a été un régal de A à Z. Et ils annoncent déjà un 8e volet. Apparemment, ils sont partis pour nous en faire un par an. Je signe, il n'y a pas de galère. Si les autres films ont la qualité de ce VHS Beyond, parfait. Franchement, parfait. C'est la régalade annuelle, en fait. Je vous invite vraiment à voir le film. Et vous pouvez aussi me dire quels sont les épisodes de la saga que vous préférez. VHS Beyond, c'est un régal. Et c'est également dans mon top de l'année 2024 qui il va y avoir 30 films, je pense, parce que vraiment, ça a été une année super. Voilà les amis, c'est la fin de ce 12e épisode de Film en vrac. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les films dont je vous ai parlé. Et nous, on se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Salut!